Bonjour et bienvenue au musée dauphinois. Je suis Agnès Jonker, chargée des projets et de la communication. Je vous invite à une visite commentée du musée dauphinois et de l'une de ses expositions sur les refuges alpins. Suivez-moi. Avant d'aller découvrir l'exposition qui retrace l'histoire des refuges de haute altitude, je voudrais vous dire quelques mots quand même sur ce lieu, le Sainte-Marie d'en Haut, dans lequel maintenant le musée est installé, dont les premières occupantes ont été les Visitandines, un ordre nouveau fondé au XVIIe siècle par François de Sales et Jeanne de Chantal. Un ordre de femmes cloîtrées qui au départ ne devait pas l'être. Mais les autorités religieuses n'ont pas permis à François de Sales de poursuivre son idée première, qui était que ces femmes devaient au contraire aller visiter les pauvres pour leur prêter assistance. Donc ces femmes sont devenues cloîtrées. Les violettes de Dieu, telles que les appelait François de Sales, eh ben, finalement, elles ont été mises sous serre, hein, puisqu'elles sont devenues cloîtrées. Nous sommes dans l'un des espaces emblématiques d'un couvent, c'est-à-dire un cloître, où les sœurs de la Visitation se promenaient et priaient et s'y retrouvaient quelquefois parce qu'il y avait des moments où quand même elles pouvaient se parler. Et les salles que l'on aperçoit derrière, qui sont aujourd'hui les salles d'exposition, étaient leurs cellules. Donc le couvent a été entièrement revu, bien entendu, lorsqu'il a été requalifié en musée. Après l'élévation spirituelle, je vous propose l'élévation en montagne avec la découverte de l'exposition sur les refuges alpins. Girl in the park one day, killing all the bugs on the pavement. Seems like she got a nasty streak, but she does it in a beautiful way. L'exposition débute par le tableau de Gabriel Lopé du XIXe siècle, un grand peintre paysagiste de montagne, qui exprime une scène tout à fait riante d'excursionnistes qui parcourent le glacier des Géants pour peut-être aller gravir l'aiguille du Géant un peu plus loin. Ce tableau n'exprime pas le sentiment qu'on éprouvait jusqu'ici, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle de la montagne, car jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on ne va pas en montagne. On y va si l'on est obligé, on y va si on est un chasseur de chamois, on y va si on est un berger. Mais sinon, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ce sont des êtres fantastiques que l'on voit en montagne. On n'y va pas, on en a peur. Il y a des ouvrages qui relate ces dragons que l'on croit voir naître de la montagne et qui nous repoussent. Le dragon en montagne étant l'image qui repousse les hommes de la montagne. La montagne est d'abord un refuge pour les parias, pour tous ceux qui fuient la société pour toutes les raisons qui leur appartiennent. Donc dans cette catégorie, l'on trouve aussi les brigands. Les brigands qui détroussent les voyageurs. Et c'est pour ça que dès le Moyen-Âge, quand la montagne commence quand même à recevoir plus de gens qui circulent pour diverses activités, il y a des monastères qui se fondent, des hospices comme celui du Grand Saint-Bernard, qui est considéré d'ailleurs comme le premier hospice installé d'une façon très propice à l'accueil de voyageurs pour les protéger de tous les brigands qui fréquentent la montagne. Jusqu'ici, nous ne parlons pas d'abri de montagne encore, puisqu'il faut attendre l'invention de l'alpinisme à la fin du XVIIIe siècle pour commencer à construire ces abris de montagne où les alpinistes pourront partir à la conquête de tous les sommets. C'est l'acte fondateur de l'alpinisme, c'est la conquête du Mont Blanc par Jacques Balmat en 1786.
une conquête qui est largement favorisée par un homme très important dans cette histoire, qui est le Genevois Horace Bénédict de Saussure, qui était un scientifique, mais également quelqu'un épris de montagne, qui tombe en admiration à Chamonix devant la beauté de ces glaciers qui se trouvent devant lui, qui les parcourt longtemps, et qui promet une somme d'argent importante à celui qui le premier gravira le Mont Blanc. Et c'est chose faite avec Jacques Balmat, qui s'y prend quand même à plusieurs fois. Et donc il est considéré, avant même d'avoir gravi le Mont Blanc, Jacques Balmat, il est considéré comme un héros là-bas, parce qu'il bivouaque, en tentant l'ascension du Mont Blanc, il bivouaque une nuit, même plusieurs. Et de ce fait-là, il est considéré déjà comme un héros, prouvant par là que la montagne, on en a encore très très peur. Les pionniers de l'alpinisme utilisent au départ les ressources prodiguées par la nature. Une excavation de roche, comme ces guides ici qui se sont glissés pour la nuit sûrement en attendant le petit matin et reprendre sa course. Ou même ici le Châtellerault qui a bien changé depuis, mais qui au départ était toutes ces pierres que l'on trouve autour de soi, que l'on rassemble pour former une forme de maison, d'abri, pour s'y protéger pour la nuit. Nous voici parvenus au refuge de l'Aigle, à plus de 3400 mètres d'altitude. La fatigue se lit sur mon visage sûrement, et je suis heureuse de pénétrer dans ce refuge qui est construit en 1910 à la façon des premiers refuges, des refuges en bois. Il s'agit d'une seule pièce de 4 mètres sur 7, avec des bas-flancs. Sur lesquels on s'entasse un petit peu pour dormir les uns à côté des autres, entendre les ronflements de chacun la nuit, manger ici, tous ensemble, partager le repas. Et le propre des refuges, surtout à l'époque, la porte est toujours ouverte, on s'y retrouve et on vit quelque chose d'intense. Celui-ci a bénéficié d'un partenariat avec les Compagnons du Tour de France, les élèves charpentiers qui nous ont reconstruit à l'identique ce refuge historique. Et comme souvent au musée dauphinois, nous faisons appel au public qui nous a apporté de quoi meubler ce refuge. Donc vous voyez ici de la vaisselle. D'autres ont apporté aussi leur équipement, dont ils ne se servent pas forcément. Un équipement qui reflète à peu près les années 50 à 60, là où le refuge de l'Aigle vivait son plat. Les sociétés d'alpinistes se mettent à construire abondamment. Le CAF, Club alpin français, à partir des années 1874, la Société des touristes du Dauphiné à partir de 1875, parce qu'il y a quand même un retard en France d'abris de montagne. Les alpinistes sont en manque de lieux pour les protéger la nuit. Petit à petit, ces refuges vont s'agrandir, jusqu'à avoir des pièces un petit peu distinctes pour le gardien, pour les denrées qui sont entreposées dans un lieu distinct de la pièce commune. Des chambrées vont commencer aussi à se faire pour que le public, les alpinistes qui arrivent au refuge, soient quand même mieux reçus. Comme ces constructions s'agrandissent, il y a un personnage qui intervient dans cette histoire sur l'alpinisme et qui est le gardien de refuge. Le gardien de refuge, cette personne qui à lui seul représente la famille qui accueille les alpinistes quand ils arrivent d'une course en montagne. Petit à petit s'instaure entre les alpinistes et le gardien
une relation qui est importante, des deux côtés d'ailleurs. C'est ce que nous racontent tous les témoins que nous avons interviewés pour l'exposition, gardiens de refuge, guides de haute montagne, président du club de la FFCAM, Fédération française des clubs alpins de montagne, président de la Société des touristes du Dauphiné. La haute montagne développe des sentiments très forts, d'introspection sûrement également. Et à ce moment-là, se crée quelque chose que l'on n'oublie pas. Dans cet espace, nous avons voulu comparer les matériels de montagne, les contemporains par rapport à ce qui existait jusqu'au début du XXe siècle. Vous voyez bien la différence entre le piolet de Paul Elbronner que nous présentons ici et celui que nous a donné Petzl pour l'exposition. Il y a une différence incroyable. Aujourd'hui, on se protège par des casques. Hier, le casque n'existait pas. Les crampons aussi étaient différents. Enfin, le matériel dont on avait besoin pesait beaucoup plus lourd, évidemment. Il était donc beaucoup moins aisé d'aller en montagne hier qu'aujourd'hui par rapport à ce matériel. Par chance, nous avons découvert, en feuilletant l'un des livres d'or prêtés par le Club alpin français, une des aquarelles de Paul Elbronner, alors même que nous voulions présenter son matériel. Pour nous, ça a été un heureux hasard qui a permis de compléter cette vitrine qui, sans cette aquarelle, aurait été moins sensible. Depuis quelques années, les débats autour des refuges concernent la question du confort trop important, quelquefois offert dans les refuges. On parle d'hôtellerie de haute montagne qui gêne les puristes, mais aussi d'autres personnes qui espèrent trouver là une autre expérience de vie. Donc le maître mot quand on parle de refuge, c'est revenir à plus de frugalité. Et la frugalité est exprimée pour les jeunes par le bivouac. Alors en France, le bivouac, c'est la tente. En Italie, le bivouac, c'est une construction qui est sommaire aussi, qui ressemble quand même à l'esprit des refuges tout en un des débuts de cette histoire. En Italie, les frères Ravelli, dans les années 1930, ont inventé un refuge pour 4 à 5 alpinistes qui s'est généralisé chez eux à tel point qu'aujourd'hui encore, un tiers de leurs refuges sont sur ce modèle-là. Et en France également, à la même époque d'ailleurs, Charlotte Périllan, cet architecte-designer, conçoit sur plan deux refuges différents, le refuge bivouac qui est en aluminium qu'elle réalise et le refuge tonneau qui reste sur plan parce qu'elle n'a pas le temps de le réaliser, la guerre éclate et elle est partie dans une autre histoire. Le refuge tonneau a été réalisé par la suite à Thônes en Haute-Savoie par l'association Pacte. Et nous avons la chance de pouvoir le présenter ici au musée dauphinois. C'est une espèce de fusée que l'on observe de Grenoble et qui est une sorte d'appel à découvrir cette exposition. La dernière séquence de l'exposition ouvre une réflexion sur l'enjeu environnemental en montagne. On voit bien à travers les photos qui sont montrées ici du Mont Blanc la chute des glaciers qui a des conséquences majeures bien sûr sur le climat mais également sur les refuges. Pour les sociétés d'alpinistes, la question est cruciale puisque l'on s'interroge beaucoup sur faut-il reconstruire et où les refuges de demain. La gestion des refuges aujourd'hui s'inscrit dans cette politique d'économie d'énergie. On adjoint souvent des panneaux photovoltaïques aux refuges afin qu'ils acquièrent une autonomie.
On parle de traitement des eaux usées également et de tas de mesures qui feront que l'impact écologique sera moindre pour la montagne. C'est un vrai défi que relèvent les acteurs de la montagne pour imaginer le refuge de demain. Si l'exposition vous a plu, je vous invite à consulter le numéro 88 de l'Alpe, qui consacre un numéro entier sur les refuges. La revue L'Alpe est une publication coéditée par le Musée dauphinois et les éditions Glénat. Il me reste à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur le site internet également, qui rappelle notre activité culturelle. Le musée dauphinois fait partie des 11 musées départementaux et son entrée est gratuite. J'espère vous retrouver à nouveau au musée dauphinois pour une nouvelle visite commentée.